reportage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Pour n'importe quel dirigeant moyennement lucide, la situation en Algérie nécessiterait vraiment un changement dans l'urgence. Un dialogue national ouvert à toutes les forces vives pour susciter des dynamiques courageuses, un processus de salut public, rien que ça, avant que ne s'enclenchent d'irréversibles et d'incontrôlables mouvements de foule qui partiraient d'un événement isolé, mais pourraient entraîner toute la société dans leur sillage, dans des réactions violentes à l'inverse du Hirak pacifique, et dont pourraient prendre le contrôle des forces mauvaises, qui pourraient plonger tout le pays dans l'inconnu. N'importe quel dirigeant moyennement raisonnable aurait compris cela. Surtout un président fort par défaut et en l'absence de barons qu'il a réussi ou qu'on a réussi à neutraliser pour lui ou à corrompre. N'importe quel père de famille qui ne soit pas aveuglé par l'ivresse des sommets et une mégalomanie compulsive, comme semble être le cas du président Tebboune, comprendrait qu'il expose sa propre sécurité et celle de sa famille s'il continue ainsi à fermer les yeux et se boucher les oreilles pour ne pas entendre le bruit de la tempête qui se lève et voir déjà déferler une terrifiante menace de crue, si rien n'est fait pour en prémunir le pays tout entier. N'importe qui de moyennement patriotique penserait en de telles circonstances, devant de si lourdes menaces, que le temps doit venir, autant pour préparer son propre départ dans des conditions honorables, que celles et surtout de l'avenir même de son propre pays avant qu'il ne soit emporté dans une autre, et peut-être plus, à Dieu ne plaise, une tragédie dont il ne se relèverait plus, y compris dans sa configuration territoriale actuelle. Mais il semble bien, malheureusement, que le président, autant que tous ceux qui l'entourent, et qui lui laissent penser que tout va bien, qu'il est l'idole des foules et le prophète attendu, tout cela qui se sustente à la mamelle nationale, mais qui oublie, mais qui n'oublie pas cependant de transférer leur immense fortune à l'étranger dans leurs bases arrières occidentales, sait-on jamais. Oui, il semble bien que ces gens, rassurés par ce silence pesant de toute la société, qui n'en annonce pas moins, pourtant, le lourd grondement de l'orage, continuent de planer sur leur nuage et de s'encourager les uns les autres pour ne pas avoir peur de ce qu'ils croient être des foules grises, des troupeaux qui ne bêlent même plus. Ils pensent qu'il leur suffit d'empêcher toute forme d'expression politique, de se servir de l'article 87 bis du Code pénal et bientôt de la loi sur la déchéance de nationalité pour continuer à terroriser la population et dissuader toute velléité de changement. Ils croient pouvoir continuer à se servir de leur justice aux ordres, de leur presse aux ordres, de leurs institutions aux ordres, des forces armées et de leurs relais sociaux corrompus pour continuer à imposer ce silence des cimetières, ce coma politique profond, cette mort civique qui sévit sur tout un pays. Ils ont oublié que c'est exactement ce qui est arrivé à Saïd Bouteflika quand il était l'homme le plus fort du pays.
qui était parvenu jusqu'à prendre son propre frère en otage pour régner sans partage, ils ont oublié que Saïd Bouteflika, malgré des signes très forts d'une lame de fond qui allait se lever, a refusé jusqu'au conseil des plus avisés parmi ses proches et ses alliés. Tout le monde sait aujourd'hui comment il a fini. Comment a fini sa propre famille et presque tous ceux qui l'ont servi, qui ont mal fini aussi, ou alors qui s'acharnent aujourd'hui sur lui, parce qu'ils se sont entre-temps rangés du côté du nouveau maître, quand celui-ci a changé, et ils l'ont fait sans état d'âme ni de quelconque fidélité, y compris l'actuel président lui-même, qui a fait de la famille Bouteflika sa principale cible. Voilà où en est notre pays aujourd'hui. Il est encore temps de le sauver, de le rendre plus fort, plus démocratique, pour le bien de tous, pour le bien des générations futures, à qui nous pourrions laisser un pays apaisé, juste, où nul n'est au-dessus de la loi, une loi juste au service du citoyen dans un pays enfin heureux. L'Algérie à la croisée des chemins, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Mohand Bakir, analyste politique. Mohand Bakir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Azul, et bonne année à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui nous regardent. Merci. En visio depuis l'Algérie, Dr Farid Ben Yahya, expert en économie et relations internationales. Docteur Farid Ben Yahya, merci d'être des nôtres. Bonjour à vous, à votre invité, à nos chers téléspectateurs. Je crois que vous êtes plutôt au téléphone. Hein? Au téléphone, parce qu'il n'y a pas assez de débit, et voilà, donc on risque d'avoir des surprises de coupure, voilà. D'accord, ben, c'est très bien, en tout cas on vous a en photo. Merci d'être avec nous, docteur Ben Yahya. Alors, je vais commencer par Mohand Bakir. Mohand Bakir, ce discours de M. Tebboune, peut-être le discours le plus applaudi qu'on ait connu, d'après certains qui ont un peu chronométré, paraît-il. Ils ont mesuré l'applaudimètre. L'applaudimètre. Mais M. Tebboune continue dans une sorte de, je ne sais pas comment décrire ça, dans une sorte d'autisme et en même temps de super communication, mais qui va dans tous les sens. Et il ne craint pas de dire des choses absolument incroyables, qui sont manifestement fausses, comme lorsqu'il a dit, par exemple, nous allons montrer les images tout à l'heure, que l'Algérie s'apprête, non, qu'elle est devenue désormais membre du G20. Rien que ça. Après tant d'autres lubies que nous pourrions citer, mais que nous n'allons pas faire parce que ça prendrait toute l'émission. Qu'est-ce que vous pensez donc d'abord comme ça de ce discours, autant sur son aspect économique que sur son aspect politique? En vérité, un discours à la nation, c'est une halte, c'est un moment à la fois de bilan et d'annonce par rapport à la voie à suivre, le sillon, d'indiquer le sillon dans lequel on peut s'engager. Or, le discours du chef de l'État n'a absolument rien ni de l'un ni de l'autre. On se surprend parfois à retrouver le Wali, qu'il a été, le Wali Tizi essentiellement. Et sur un bon moment, on a retrouvé le ministre de l'Habitat. Il a martelé les chiffres du secteur qu'il a dirigé, mais on n'a pas vu un chef d'État qui trace une voie pour une nation, qui détermine les priorités, qui donne des indications sur l'état de la nation et les enjeux qui sont devant elle. On voit qu'il donne des signes, il y a des constantes, il donne des signes à chaque fois,
Donc il y a des signes qui sont donnés à ceux qui seraient tentés par une résistance à l'intérieur, où il dit qu'à chaque fois que la répression sera sans pitié pour les gens qui s'amuseraient à verser dans le blocage, dans ce qu'il considère comme le blocage. D'un autre côté, il y a des garanties pour ceux qui pourraient prêter allégeance. Donc il dit qu'il y a des garanties, les gestionnaires seront couverts, etc. Et il y a des aspects qui pourraient être disons, rayés, mais je pense que c'est des signaux qu'il ne faut pas négliger, les trucs fatalistes, يضربونا بعين, يحسدونا, etc. Je pense que c'est des signaux qui sont donnés. On est à la veille d'élections. Donc, il y a des milieux qui ont l'habitude de peser dans les élections. C'est les milieux confrériques, Tazoui, etc. Je pense que c'est des signaux qui sont faits à... Les relais sociaux habituels du régime. Oui, je pense que c'est fait à dessein, même si rationnellement, on pourrait s'interroger sur leur place dans un discours à la nation. Mais je pense que dans la logique du système, ils ont absolument leur place. On voit très bien que dans la structuration de ces interventions, il y a les aspects formels, donc les aspects qui sont cadrés par le discours, etc., qui sont très bureaucratiques. Et il y a les sorties, les improvisations qui mènent justement à des calamités à croire que ce sont des attitudes compulsives, qui ne contrôlent pas. Je pense qu'à partir d'un certain moment, ils ne se contrôlent pas. Et c'est là où on s'interroge, est-ce qu'il y a réellement une équipe? Est-ce qu'il y a réellement une présidence qui travaille, qui prépare les dossiers, qui pourrait lui faire des remarques, bien sûr, corriger certaines, qui lit ses discours avant qu'il ne les fasse? Je pense que le discours est lu avant, mais le niveau qu'il y a au niveau de Mouradia est un niveau qui correspond à tout le pouvoir actuel. Genre Rezig, ou genre ministre de l'Intérieur actuel. Je pense qu'il n'y a aucun centre de pouvoir qui échappe à ce délitement et à cette régression au niveau du niveau. C'est très vrai. En tout cas, c'est le sentiment C'est le sentiment qui s'en dégage. Oui. Et théoriquement, un chef d'État, il peut donner de la vie à un discours, il peut donner de l'allant à un discours. Mais malheureusement, lorsqu'il improvise, Tebboune plante le peu qu'il y a de rationalité dans son discours. C'est très vrai. Et puis il se perd dans des méandres dont on sent qu'il est en train d'improviser en marchant, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte? Non, mais on a vu des catastrophes. On a vu des catastrophes lorsqu'ils s'en est pris à Dararni, lorsqu'ils s'en est pris à Boualam Sansal. Lorsqu'il a parlé de l'Hajara Fayidou, etc. C'est incroyable. Ça interloque, ça interpelle sur le personnage. Ce qui veut dire que, vous l'avez dit, c'est un président par défaut, mais est-ce que ce n'est pas toute la présidence qui est une présidence par défaut aujourd'hui, au-delà de l'homme, au-delà de... face à un pouvoir dont on comprend vraiment qu'il a été déséquilibré et qu'il n'arrive pas à remettre en place les différentes forces qui, bonnes ou mauvaises, parvenaient un peu à combler les vides et à s'auto-contrôler les uns les autres. Il y avait encore de la lisibilité avec l'ancienne équipe. L'ancienne équipe, il y avait encore de la lisibilité, il y avait des choix qui étaient faits, c'était des choix antipopulaires, certes, mais ils étaient lisibles, ils étaient identifiables, ils étaient suffisamment stables pour être analysés, il y avait etc. de l'équilibre, mais on sentait qu'il y avait un État. Oui, il y avait des choix qui étaient faits. De mauvais choix, mais il y avait des choix. Alors que là, on a l'impression de naviguer à vue, d'improviser et de verser dans le mensonge continu. Ce qui veut dire qu'en plus de l'improvisation, on mobilise le mensonge pour combler l'incapacité sur le terrain. On mobilise le mensonge d'une façon vraiment outrancière. Alors, docteur Farid Ben Yahia, votre avis sur... ce discours, qu'est-ce que vous en pensez d'une façon globale, autant sur le côté économique dont vous êtes un expert, que sur le côté politique qui n'aura échappé à personne que M. Tebboune a encore une fois commis de lourdes erreurs? Bismillah ar-Rahim. Bon, la première des choses, il faut savoir que, d'après mon analyse, pour un président de la République,
C'est vrai qu'il est le garant de la Constitution, la défense, la protection du territoire, etc. Mais un président de la République, en principe, a deux missions pour moi, plutôt deux points importants pour chaque président. La première des choses du président de la République, c'est d'avoir une vision pour son pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle une aspiration du futur, c'est-à-dire au présent, qu'est-ce que je dois faire pour développer mon pays, pour qu'il soit une puissance économique, militaire, je dois combattre la pauvreté, etc., la stabilité. Donc ça, c'est la vision du président. Et le deuxième point, c'est le bon choix des bonnes compétences au niveau du gouvernement, de la présidence et des institutions de l'État. C'est-à-dire choisir les meilleurs. Ford, lorsqu'ils lui ont posé la question « Pourquoi vous avez réussi ?», il a répondu que « J'ai réussi parce que j'ai choisi les meilleurs de mon temps ». D'accord. Hélas, ce jour, donc, le choix des meilleurs n'est pas une priorité en Algérie. Voilà, ça, c'est très, très important. Et bien sûr, le président de la République essaye, tant bien que mal, de faire face à plusieurs, je dirais, problèmes, c'est-à-dire endogènes et exogènes, que ce soit sur le plan économique, politique, diplomatique, de défense, etc. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il a avancé des programmes, c'est-à-dire ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé dans pas mal de secteurs, c'est-à-dire sur les startups, l'industrie pharmaceutique, etc. Mais le problème reste posé actuellement, c'est-à-dire que si on essaye de voir réellement qu'est-ce qui a été réalisé depuis 5 ans ou 6 ans maintenant, on voit qu'il n'y a pas, je dirais, des grands chantiers, c'est-à-dire de grands chantiers qui ont fait démarrer, à l'exception, bien sûr, vous allez me dire, de Raj Bilas, donc il y a le chemin de fer, etc. Mais l'Algérie a besoin d'un décollage économique, parce que pour moi, je lis toujours beaucoup de livres, beaucoup de synthèses, d'analyses de certains journaux aussi, et j'étais vraiment, je dirais, stupéfié, mais surpris par quelqu'un qui a fait une révolution dans le monde, enfin dans son pays, c'est la Chine, c'est Deng Xiaoping, d'accord, qui était, je dirais, un petit conflit avec Mao Tse-tung. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a mis la Chine sur de bonnes rails, et actuellement on voit la Chine qui était, je dirais, parmi les derniers, elle n'était même pas reconnue au niveau des institutions internationales, donc tout le monde qui essaie de fouiller la Chine et tout, qui est devenue actuellement la deuxième puissance du monde. D'accord? Deuxième puissance du monde. Et pour l'Algérie, que ce soit l'Algérie ou un autre pays, si on parle sur l'économie, on va parler de l'économie et de la politique. Dans le monde actuellement, il faut avoir, je dirais, trois éléments que tous les diplomates, la plupart des diplomates chevronnés le connaissent. C'est bien d'avoir, je dirais, une économie forte, une économie très forte. Donc les pays forts, donc c'est les G7, bon G20, surtout les États-Unis, la Chine, etc., Japon et l'Allemagne. La défense, il faut avoir, je dirais, l'arme nucléaire de dissuasion, etc. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui la disposent, donc les États-Unis à leur tête, puis la Russie, la Chine, une dizaine ou 11 pays dans le monde. Et la troisième des choses, c'est le soft power, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas ces deux points-là, mais qui ont, je dirais, une diplomatie forte, à l'instar de l'Algérie dans les années 70. Lorsqu'on était membre, je dirais, la locomotive des pays non alignés, on avait le soft power. Actuellement, on voit un pays comme le Qatar qui a le soft power, mais l'Algérie n'a pas de soft power. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas une économie forte dans le monde, on n'est pas parmi les G20, on n'a pas une défense dissuasive et on n'a pas, je dirais, le soft power actuellement. C'est vrai qu'on fait de la diplomatie et tout. Et on s'est éloigné petit à petit de la ligne révolutionnaire et on n'a pas je dirais actuellement, une doctrine. Par exemple, si je prends la Turquie ou d'autres pays qui défendent leurs intérêts, ils essaient de faire des relations avec tout le monde, etc., tout en gardant le cap sur l'intérêt de leur pays, de leur peuple. Des fois, on constate que l'Algérie, des fois, elle est déboussolée en termes diplomatiques. C'est-à-dire que des fois, on est à droite, des fois, on est à gauche, des fois, on prend des décisions, bonnes décisions, des fois, de mauvaises décisions, etc. Justement, merci de l'avoir souligné. Nous allons essayer de développer un peu, encore que nous devons
échanger de façon dynamique parce que nous n'avons que 52 minutes, donc je demande à l'un et l'autre de mes invités d'essayer d'échanger en de courtes interventions, mais parler de ce jumelage naturel de la diplomatie avec l'économie, la diplomatie qui est en fait un gage principal de la réussite dans tout ce qui est diplomatique extérieure, importation, exportation, investissement, IDE, etc. Mohamed Bakir, lorsque M. Tebboune nous parle de la diplomatie dans ce discours, il nous dit que tout va bien. C'est sa façon de faire le bilan de la diplomatie pendant l'exercice passé et son premier mandat, il semble nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, ça a été la bérésina. Par exemple, pour ce qui est de la Palestine, du vote de l'Algérie en faveur du plan Trump, non seulement il ne s'est pas abstenu, un SMIC de dignité, mais en plus il a voté oui, et il a demandé à Benjamin, son représentant auprès du Conseil de sécurité, de féliciter et de remercier Trump, ce qui a soulevé un tollé en Palestine où les Algériens étaient en pole position pour ce qui est des pays frères, comme ils disent. Au Sahara occidental, la question sahraoui, toujours dans le Conseil de sécurité, l'Algérie a reçu un camouflet magistral. Et ils vont passer ça pour une victoire. Donc, et je ne parle pas de l'isolement quasi général de tous les voisins algériens, y compris la Tunisie, avec lequel maintenant il y a un problème qui est en train de se soulever, mais avec la France, avec l'Espagne, ça a été une vraie bérésina. Et lui, dans son discours, il présente la diplomatie algérienne quasiment comme une réussite flamboyante. Donc, autant en politique qu'en économie. Qu'est-ce que vous pourriez... Alors, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil d'aborder ces problématiques-là par des cas particuliers qui peuvent survenir à un moment ou à un autre. C'est des situations qui vont évoluer sur le Sahara occidental, sur la Palestine. Je pense que ça va évoluer, y compris au niveau du Conseil de sécurité. Mais par contre, il faut essayer d'approcher notre situation, la situation de notre pays, les enjeux diplomatiques dans lesquels elle doit se situer. Traditionnellement, on était dans le mouvement des non-alignés. Or, le mouvement des non-alignés, avec la chute du bloc de l'Est, la montée d'un certain nombre de puissances économiques, de nouvelles puissances économiques, les BRICS essentiellement, a subi une grande recomposition de sorte que quasiment il n'existe plus le mouvement des non-alignés. Ce qui impose aux gens, aux pays dont la diplomatie était centrée sur ce mouvement-là, de reconsidérer leur diplomatie et de redéfinir leur doctrine. Or, à partir du moment où nous ne sommes plus dans cette vision, disons, globale, il fallait nous recentrer sur notre étranger proche, sur le sous-continent nord-africain. Dans le sous-continent nord-africain, nous traînons des problèmes depuis un long moment. Donc, depuis 1994, nous traînons une situation de tension avec le voisin marocain, qui n'est pas traité, qui n'est pas... par la suite, à partir de 2011, on a des situations chrysogènes qui sont apparues essentiellement à partir de la Libye, mais qui ont rayonné et qui ont irradié sur le Sahel. Et on sent que l'Algérie navigue à vue. Le dernier geste, disons, significatif qui a été tenté par l'Algérie, c'est la création du CEMOC en 2010, en le basant à Tamarast. Et il n'est pas difficile de constater que c'est une initiative qui n'a pas abouti, qui est quasiment morte dans l'œuf. Ce qui se passe dans notre étranger proche nous touche au plus haut point. Donc la tension avec le Maroc, l'intervention de forces exogènes, de forces étrangères de la région au niveau de la Libye, les tensions avec la France, la tension avec la France au niveau du Sahel. Pas seulement la France, la Russie. Je dis la France parce que c'était la force, dominante, tutélaire. Si l'Algérie avait voulu remettre en cause ce statut de la France,
il n'est pas compréhensible qu'elle le fasse au profit de d'autres forces qui sont étrangères à la région, au profit des Russes ou des Américains ou des Turcs ou des Émirats arabes. Si elle remet en cause la présence française au niveau du Sahel, c'est qu'elle a la volonté d'être un État pivot. Or, c'est pas ce que nous avons vu. Elle s'est vraiment virée. Elle s'est faite virer. Elle a fait cadre sahélien. Elle a fait le lit de la Turquie en Libye. Au Sahel, on ne comprend pas très bien est-ce qu'elle fait le lit des Russes ou elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle est en opposition avec la France ou elle n'est pas? Ce qui veut dire que il n'y a plus de doctrine de politique étrangère. D'abord dans notre étranger proche, avant d'aller plus loin, avant d'aller à la Palestine, etc. Et ça, c'est une très grande faiblesse. C'est une faiblesse majeure et ça expose le pays. Parce que par exemple, le deuxième point que M. Ben Yahya a abordé, la question de la puissance militaire. On peut faire le choix de la puissance militaire comme on peut faire le choix de la paix. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la course à l'armement avec le Maroc, une politique qui n'arrange ni l'Algérie ni le Maroc en vérité, lorsque l'un et l'autre consacrent des dizaines de millions de dollars annuellement à l'armement, c'est au détriment du développement de notre région. Donc il y a des choix qui peuvent être faits. Or ces choix-là ne sont pas faits. Comment expliquez-vous que même la Russie, qui est le premier pourvoyeur en armement de l'Algérie, a un taux que je ne connais pas personnellement, mais autour de 60 à 70. Ça approche les 60%. Même la Russie ne tient pas compte de cette alliance de fait et qu'elle se comporte avec l'Algérie de façon vraiment méprisante. Est-ce qu'elle se comporte avec l'Algérie ou est-ce qu'elle se comporte avec certains clans du pouvoir algérien? Non, l'Algérie. Lorsque, par exemple, M. Poutine invite Traoré qui n'invite pas M. Tebboune, lorsqu'il rit publiquement, lorsque Tebboune lui a proposé cette extraordinaire blague d'être le médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Ou lorsque la journaliste a posé la question au ministre des Affaires étrangères de la Russie. Oui. Non, je pense que dans la régression que nous vivons, la politique étrangère n'échappe pas à la réalité du pouvoir algérien. Ce qui veut dire que la politique étrangère algérienne devient... elle est impactée par la présence des clans et d'intérêts conflictuels au sein du pouvoir algérien. Ce qui fait qu'elle est plongée. Vous croyez qu'il y a encore des clans qui parviennent à influer sur le cours des événements en diplomatie? Peut-être qu'ils prennent racine surtout dans la diplomatie. D'accord. Peut-être qu'ils prennent... Pourquoi? Parce que l'accumulation en Algérie, on verra ce que dira M. Ben Yahya, mais l'accumulation est externalisée, ce qui veut dire qu'il y a une mise en circulation de richesses et de capitaux en Algérie, mais l'accumulation, elle se fait à l'extérieur, elle se fait par le captage de certaines parts de commissions, de rétrocommissions, etc. Quelle lecture faites-vous justement sur ce plan, sur ce volet des choses? Le commerce extérieur. Comment peut-on mettre à la tête du commerce extérieur algérien, très opaque, dont on ne sait quasiment rien sur la réalité des choses, vous mettez un Rzik qui est vraiment défaillant, qui est vraiment à la limite de je ne sais pas quoi dire, je ne veux pas l'insulter, monsieur. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des intérêts qui interviennent, qui impactent notre politique étrangère. On voit qu'il y a des intérêts qui sont alignés sur la France. D'ailleurs, dans le discours, il l'a dit. Il a dit qu'il y a encore des gens qui sont alignés sur la France. Il y a des gens qui sont alignés sur la Turquie. Il y a des gens qui sont alignés sur la Russie. Donc, et là, je pense que c'est une fragilité majeure pour le pays. Mais ça a toujours été le cas. Pas dans la politique étrangère. Même du temps de Bouteflika, il y avait des influences pro-françaises, des essentiellement, influences pro-américaines. C'était une période où c'était principalement pro-français. C'était pro-français, on était quasiment dans une situation où on était captif. Parce que la France a soutenu Saïd Bouteflika jusqu'au point où on voyait Hollande venir nous dire l'affaire de la lacryté. Alors, docteur Farid Ben Yahya, nous allons écouter
un petit passage de ce qu'a dit M. Tebboune qui a étonné beaucoup de monde et dont j'aimerais que nous puissions en parler, ne serait-ce qu'en surface, parce que ce serait difficile d'aller plus loin. Écoutons M. Tebboune nous parler du G20. لحد الآن شينا مبرمجينه من نهاية السنة عندي سفر نتاع الجزائر سبعة عضو في الجي 20 الجزائر سبعة عضو في الجي 20 الجزائر سبعة عضو في الجي 20 باش نحضروا في الجي 20 وممكن ألمانيا لماكش نهاية السنة بداية السنة. Pardonnez-moi d'avoir répété cette phrase 3 fois, c'était pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il a dit. الجزائر سبعة عضو من G20. L'Algérie est devenue membre du G20. Docteur Farid Benihek, comment pourriez-vous expliquer une telle sortie? Je ne sais pas, parce que votre invité, donc, il a cité un point qui est très important. Est-ce qu'il y a des conseillers qui corrigent au niveau de la présidence le discours du président ou certains points? Donc, parce que des fois, on se pose la question, mais je pense qu'il veut dire que je vais être invité par les G20 pour demander d'être membre. Je ne pense pas qu'il a... Bon, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Je comprends. Et ce qui se passe actuellement, on n'était même pas capable d'être membre des BRICS, d'accord? On avait de très très bonnes relations avec l'Afrique du Sud, avec Pékin, avec Moscou. Et on a vu d'autres pays comme l'Éthiopie qui est devenu membre, d'accord, l'Argentine, etc. Donc, on n'a pas pu être membre, sauf bien sûr à travers la banque, je dirais la banque du BRICS. Pour être membre du G20, bien sûr, il y a des conditions. L'Algérie pourrait a été conditionnel d'être membre, mais il faut faire des réformes très très sérieuses, d'accord? Des réformes très sérieuses au niveau des G20. C'est-à-dire, si on voit notre PIB qui est de 266 milliards de dollars, l'Algérie espère arriver à 400 milliards ou dépasser pour être le premier pays en Afrique en termes de PIB, mais avec quelles conditions? Parce qu'il faut vraiment un vrai décollage économique. Les IDE, si on voit l'Algérie classée 16e, qui a le troisième PIB en Afrique et 16e en termes d'attirance des investissements directs étrangers, alors que l'Égypte elle a réussi à capter plus de 48 milliards de dollars, d'accord? En une année, en 2024. Oui, en 2024, alors que nous, c'est 1,6 milliard ou 1,7, quelque chose comme ça. La situation, c'est-à-dire, il faut poser le problème. C'est pour ça que je parle un peu d'exemple. Pardon de revenir sur un point. L'Égypte qui a fait 48 milliards à peu près 2024 et l'Algérie qui, à 2025, sur les 44 milliards à peu près projetés, n'a réalisé qu'1 milliard 400 millions. Même pas 1,5 milliard. Voilà. Donc c'est tout dire. Voilà. Hein. Voilà. Et il faut se poser la question, il ne faut pas dire que nous sommes les meilleurs, que nous avons la meilleure loi d'attirer les investissements, etc. Et ça veut dire que la machine économique ou que le système économique algérien ne fonctionne pas bien, il faut poser problème. Et le problème qui va se poser actuellement, c'est que nous avons les prix du pétrole qui commencent à, je dirais, à s'incliner, donc à travers la bourse de Londres et de New York, avec la politique de Trump aux États-Unis. Et nous avons aussi, je dirais, les réserves de change qui commencent à diminuer sérieusement. Quel est le montant connu des réserves de change en ce moment? Sincèrement, personne ne peut vous donner l'information exacte. Auparavant, on avait l'information exacte. Mohamed Bakir vous dit qu'ils auraient donné celui de 69 milliards à peu près. Je ne sais pas. Il y a des chiffres par-ci, par-là. Et même mais rien d'officiel, hein, ils ne communiquent plus sur ces réserves. Non, parce que même le problème a été posé lorsque le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu Madame Louisa Hennoun à la présidence de la République, où il a dit qu'à chaque fois, on me donne de faux chiffres. Donc, ça veut dire que c'est possible qu'il lui donne aussi de faux chiffres. Dans le discours, il a dit le contraire. Il a dit tous les chiffres que nous donnons sont vérifiés. Non, ça veut dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah oui, c'est pourtant le cas.
D'accord. Louis Ahnoun, il a dit qu'il lui donnait de faux chiffres et qu'il n'a pas démenti lorsqu'elle l'a déclaré. Pas démenti, ça veut dire et que dans le discours, il dit le contraire. Voilà, possible. Donc, pour moi, je dis une seule chose, que je pense que le président est mis dans une bulle et qu'ils essaient, enfin l'équipe, l'entourage, essaie de lui donner ce qu'ils veulent comme information. D'accord. Pour lui faire plaisir. Voilà, parce que demain, s'il va constater la réalité des chiffres, des opérations et du retard des projets, etc., c'est possible qu'il va changer le gouvernement, de responsables, etc. Et eux, je dirais qu'ils essayent de garder leur poste tranquille. Voilà, de jouer sur les statistiques, les chiffres, je pense c'est ça. Ou peut-être eux-mêmes n'ont pas les chiffres, hein, parce que des fois, on se pose la question sur les statistiques réellement en Algérie. Voilà, ça c'est. Il y a Mohamed Bakir qui veut vous parler. Allez-y, vous pouvez échanger. Hein, il y a une image d'un ami aujourd'hui. Il est décédé. C'est l'un de ses derniers textes. Il posait la question. Il disait aujourd'hui, on se pose par rapport à Bouteflika. Il disait, on se pose plus la question est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion. On se pose la question est-ce qu'il y a un cockpit dans l'avion. Et je pense que ça se confirme très sérieusement, parce que on ne peut pas dire qu'il y a de faux chiffres. Qu'un homme soit isolé à Mouradia, c'est possible. Le pouvoir, il isole. Mais il n'y a pas qu'un seul homme. Il y a un gouvernement, théoriquement. Oui. Il y a un gouvernement. Et ce gouvernement devrait produire une vision, devrait produire une perception de la situation, proposer des solutions. Or, aujourd'hui, on a beau faire l'effort d'essayer de comprendre quelle est cette voie qu'ils sont en train de suivre, quels sont les choix qu'ils mettent en place, on a du mal. Même quand des choses intéressantes se font, ils ne communiquent pas correctement dessus. Ce qui se fait actuellement dans le chemin de fer, c'est un projet structurant, c'est un projet d'une grande ampleur. Indémodable. Hein? C'est un projet indémodable, oui. Chemin de fer. Et c'est quelque chose qui est en train de réunir des conditions de maillage du pays qui sont majeures. Il y a une voie sur la frontière ouest qui va jusqu'à Tindouf. Il y a une voie sur la frontière est, donc c'est des voies qui sont mixtes, à la fois minières, à la fois chemin de fer. Il y a un grand axe qui doit aller jusqu'au fin fond du Sahara avec des boucles, etc. Il y a un grand travail qui est en train de se faire, et surtout il y a une transversale sur les hauts plateaux qui traverse tous les hauts plateaux. Celle qu'on appelait la rocade avant. Non, c'est la voie. Des rocades, ils ont fait des rocades au sud, au niveau de Beni Abbas. Moi, je connaissais la rocade qui allait de l'est à l'ouest, en passant par Msila, Tiaret. En tous les cas, elle est complètement. Complètement sinistrée. L'agence NSRIF, elle est en train de faire un travail monumental. C'est un travail monumental. Ils ne communiquent pas dessus. Alors qu'il suffit de montrer les choses, de les montrer concrètement. Et ça pourrait donner un peu de baume au cœur. Oui, mais ils prennent tellement les choses à cœur qu'ils mettent un seul ministre pour les transports et pour l'intérieur. Il faudrait dans ce cas qu'il soit un génie qui travaillerait 50 heures par 24. La question c'est, est-ce qu'il y a réellement une vision ? Parce que dire qu'on fait des choses, on fait des choses, ok. Mais est-ce qu'il y a une vision ? Où est-ce que ça doit nous mener ? Par exemple, lorsqu'ils disent qu'on a atteint notre autosatisfaction au niveau de tout ce qui est rond à béton, ciment, etc. Allahumma barak. Mais pourquoi ce rond à béton et ce ciment sert à bétonner le tel ? Parce qu'il n'y a pas de vision. On n'a pas une vision d'aménagement du territoire. C'est bien qu'on ait du rond à béton et du ciment même pour exporter. Oui. Mais si c'est pour tuer les terres agricoles qui sont en telle et laisser le Sahara et les hauts plateaux dans la déshérence, c'est pas un bon choix. Absolument. Moi, un président des architectes algériens était passé quand j'étais à Londres dans une de mes émissions. Il m'avait dit que 80% des habitations, si je ne m'abuse, sont construites sur les lits d'oued et les terres agricoles. Et les terres agricoles. Et c'est un massacre. Mais en vérité, il nous faut une vision
On a un territoire immense. Il y a des choix. Par exemple, lorsque toute la progression au niveau énergétique... Avant, on disait le ministre du Plan. Oui, on avait le ministre du Plan. Et on connaît des gens qui sont du Plan, comme Haj Nasser. Oui, quand on les écoute, c'est autre chose. C'est une autre Algérie. Et Haj Nasser, on n'entend plus parler de lui. De lui. Et des gens qui sont comme lui, de la même haute compétence, de la même par exemple, vision sur le des PIB, choses. Je parle sous le contrôle de M. Ben Yahya. Sur le PIB, par exemple, une grande partie de la progression du PIB, c'est la part énergétique, ce qui veut dire que c'est l'utilisation du gaz et du pétrole en interne. Ça participe à l'augmentation du PIB. Or, est-ce que nous avons intérêt à augmenter notre part de consommation du gaz? Pourquoi? Il y a un lobby pétrolier en Algérie qui bloque le développement des énergies renouvelables. Solaire notamment. Le solaire, et le solaire par concentration. Halieutique, etc. Mais justement, docteur Farid Ben Yahya, pour ce qui est de la consommation du gaz et du pétrole en Algérie par la population, ça veut dire domestique, consommation domestique. On nous dit certains chiffres qui sont absolument hallucinants. On nous dit que la part de production hydrocarbures, gaz et pétrole qui allaient à l'exportation dans une grande proportion sont en train de se réduire au profit d'une consommation domestique. Et il paraît que la consommation domestique, elle est de plus en plus grande. Ça veut dire cette ressource qui servait à ramener des devises étrangères est consommée sur place par la population. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu sur cette question? Oui, avant de vous répondre sur la question de la consommation énergétique en Algérie, j'aimerais bien ajouter un point qui est important à évoquer par Mohamed donc sur le sujet. C'est d'avoir ces chemins de fer, je dirais, à l'est, l'ouest, etc. C'est le moment de faire un peu de benchmark comme la Chine et de créer des zones économiques spécialisées dans l'industrie sidérurgique, l'industrie automobile, etc. Moi, par contre, bon, c'est vrai que je suis pour les projets des chemins de fer, le développement des mines, etc. Néanmoins, j'aurais aimé que l'Algérie fasse un cahier de charge et fasse, je dirais, joint venture avec des Chinois, des Russes, des Américains, des Européens sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir par les fonds propres. Parce que tous les pays du monde se développent à partir de ça, des IDE, etc. C'est-à-dire qu'il y a rare de pays qui investissent par les fonds propres. Et ça, c'est parmi, je dirais, les recommandations que n'importe quel économiste souhaite que son pays développe cette démarche ou cette vision. Le deuxième point qui est très, très important, c'est que pour l'Algérie, moi, je pense que l'un des projets les plus importants, c'est de faire le port aux eaux profondes, c'est-à-dire comme le port de Hamdania, ou qu'ils veulent actuellement à Cap Gennet, peu importe l'endroit par rapport à des études, je dirais, des laboratoires maritimes, etc., qui choisissent le bon endroit. Mais nous avons besoin, il fallait investir dans le port des eaux profondes, il fallait créer une zone économique spécialisée dans ce port-là, industrie chimique, industrie par exemple d'aluminium, industrie d'automobile, etc. Chose qui n'a pas été faite et nous avons un retard de 6 ans, 7 ans, 8 ans ou plus. D'accord, le contrat a été annulé. Voilà, ça c'est pour ajouter, sans citer d'autres projets d'automobile, d'industrie, etc. Mais pour la ressource, je dirais, énergétique, c'est vrai qu'il y a la population algérienne qui était de 15 millions, 20 millions, 25, actuellement nous sommes à 45, 46, et bientôt on sera, Inch'Allah, à peu près d'ici 30, 32, comme ça. L'augmentation du parc automobile. Voilà, nous sommes 50 millions, le parc automobile 7 ou 8 millions, je ne sais pas quel est le nombre exact, donc à chaque fois on a un nombre. Un chiffre, et bien sûr, nous n'avons pas, je dirais, développé de nouveaux champs pétroliers. Bon, c'est vrai que nous avons découvert quelques champs, mais c'est pas assez par rapport pour booster, je dirais, pour récupérer la partie qui est actuellement en consommation. C'est pour cette raison-là que je dis que peut-être les pouvoirs politiques algériens sont en train de réfléchir, est-ce qu'ils vont utiliser le gaz de schiste? D'accord, point d'interrogation. Ce serait la tomate sur le gâteau, ce serait la fin de l'histoire. Voilà. Et est-ce que
Ils vont continuer sur la recherche, je dirais, des énergies fossiles. Pour les énergies renouvelables, il y a des entreprises chinoises qui sont très sérieuses, qui sont venues. J'ai rencontré pas mal de responsables qui souhaitent développer les énergies renouvelables en Algérie avec des méthodes, avec même un financement étranger. C'est-à-dire que l'Algérie ne paie rien. Mais on voit d'autres pays qui profitent de ces sociétés-là et nous avons de très bonnes relations avec la Chine, peut-être avec d'autres pays européens, etc. Mais on dirait qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage qui ne laisse pas l'Algérie décoller. D'accord? Et ça, c'est un frein qu'on a constaté depuis des années. Est-ce que c'est un problème, je dirais, de vision? Est-ce que c'est un problème de compétence au niveau et d'opérabilité du gouvernement ou des responsables? Ou est-ce que c'est un... Moi, je sais que vous êtes au pays, je ne veux pas vous poser des questions. C'est un sabotage aussi? Ou alors peut-être que c'est une même mise sur une certaine vision des gens qui préfèrent... plutôt que se servir des IDE et des investissements étrangers d'une façon générale, préfèrent mettre la main à la caisse pour prélever des commissions. C'est un critère discriminant entre les projets. Parce que les projets qui peuvent être retenus, c'est surtout les projets qui peuvent alimenter cette accumulation externalisée. Absolument. Mais tout ce qui peut dynamiser l'économie nationale, et d'ailleurs on le voit, on est plus dans des dynamiques de projet que dans une dynamique de développement économique. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est terminé, il perd son intérêt. Qui sort complètement du cadre de la vision. Hein, et on remet à sa place un autre projet. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de maintenir une certaine circulation de capital. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, une poignée de minutes. Le dernier tour de micro, j'aimerais que nous puissions parler un peu du côté politique de ce discours à la nation. Par exemple, lorsqu'il parle de dialogue, d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par démocratie participative, que personne n'a compris. Là, dans un pays, il n'y a ni démocratie, ni participation. Et l'autre question, quand il parle de dialogue avec les partis, par exemple, il les invite à dialoguer après l'adoption des lois sur les partis. Ça veut dire qu'ils ne participent pas avant. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la démocratie octroyée. Nous sommes toujours dans la logique de 1789. 1989, si c'était 1789, ce serait mieux. 1989. En 1989, après les événements d'octobre, le pouvoir a décidé d'ouvrir un espace politique. Et on a bien vu qu'il a voulu le restreindre dans un premier temps, association à caractère politique, baptisant un petit peu CD. Ce n'est pas des associations, c'est des partis. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu un processus constituant à ce moment-là où le contrat social aurait été rediscuté, où l'espace politique aurait été redéfini et tout un chacun trouverait sa place. D'ailleurs, lorsque M. Ben Yahya dit qu'on doit promouvoir la compétence, que le premier critère qu'on doit prendre en considération, c'est la promotion de la compétence, ça tient à l'ouverture politique. Comment est-ce qu'on va désigner ces gens compétents? Comment est-ce qu'on va les connaître? Comment est-ce qu'on va pouvoir juger de leur reddition de comptes? Parce que la compétence, OK, elle peut se percevoir à l'avance, mais elle doit se confirmer dans une reddition de comptes. Donc l'ouverture politique est essentielle. Or, l'ouverture politique qui est prévue, c'est exactement celle qu'il y avait après les événements d'octobre, ce qui veut dire qu'une ouverture octroyée. Ils vont verrouiller au niveau des lois, que ce soit la loi sur les partis, que ce soit la loi sur les assemblées, puisque c'est les deux principales lois qu'ils vont réviser. Une fois que le cadre est verrouillé, ils vont coopter des acteurs. D'ailleurs, ils les cooptent déjà. Dès maintenant, ils les cooptent. Ça s'est passé en 89. Comme ça s'est passé en 89. Les partis politiques, la presse, qu'ils ont choisi journal après journal. Ça veut dire que le noyau, le cœur du pouvoir tel qu'il existe, tel qu'il est hérité de la crise de 62, il ne doit pas bouger. Voilà le cœur du problème. Et on prend toutes les dispositions qu'il faut pour. Il faut verrouiller autour de ça, ça ne doit pas bouger. C'est ce qui se passe encore maintenant dans cette histoire de dialogue et de démocratie participative. C'est un dialogue inversé. C'est le pouvoir surplombant qui donne, qui octroie, qui accorde, qui délimite, qui fixe les lignes rouges, etc. Donc ça n'a rien de constituant. Ce n'est pas une démarche constituante. Or, ce n'est pas une ouverture réelle.
une véritable ouverture doit être constituante. Absolument. Ça veut dire لازم السيادة الشعبية لازم تظهر في المسألة هذاك. Il faut que la volonté, la souveraineté populaire puisse être cristallisée dans un tel processus. C'est quelque chose qui est inenvisageable dans la démarche du pouvoir. Docteur Farid Ben Yahia, dernière intervention, s'il vous plaît. Côté politique, si possible, comment envisagez-vous la suite des événements dans un pays où plane, qu'on le veuille ou non, un malaise social certain? Réellement, on dirait que le peuple il est dans une planète et que le régime il est dans une autre planète. Ça c'est la réalité des choses, d'accord? Parce que le problème se pose, c'est-à-dire si on veut régler certains problèmes, je dirais politiques, économiques, sociales, etc., on doit passer par des réformes sérieuses, d'accord? Pas de replâtrage. Les réformes sérieuses, c'est quoi? Ça veut dire que nous avons fonctionné avec un système depuis l'indépendance de l'Algérie. Nos chouhada, nos moujahidines et le peuple algérien a payé un lourd tribut pour son indépendance. D'accord? Pour l'indépendance. Et en principe, après l'indépendance, il y a ce qu'on appelle l'émancipation. Le peuple algérien n'est pas encore arrivé à l'émancipation, c'est-à-dire de choisir ses dirigeants en toute liberté, qu'il y ait des partis politiques, à l'instar des pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et j'en passe, d'accord? Parce que le peuple algérien n'est pas comme les peuples asiatiques, ou même avec les pays arabes, c'est-à-dire nous avons la profondeur, je dirais, culturelle, arabo-berbère, etc. Mais nous sommes beaucoup plus de l'Europe, de la pensée de l'Europe que la pensée orientale. Et même avant la révolution, le déclenchement de la révolution algérienne, nous avons un multipartisme. Il y avait le PPA, d'accord, le parti du peuple algérien, de Massad el-Haj, il y avait le parti de Farhat Abbas, il y avait le parti communiste algérien, il y avait les ulama, etc. C'est vrai que le Front de libération nationale a réussi, je dirais, à encadrer toutes les forces politiques pour combattre le colonialisme français. Après l'indépendance, beaucoup de chefs, je dirais, politiques ont demandé de créer un multipartisme, une liberté, une démocratie. Et ben, hélas, ça n'a pas été créé. On peut dire peut-être c'est un peu, il y avait des lois révolutionnaires qu'il fallait continuer pendant 15, 20 ans, 30 ans. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui aspire, d'accord? Il y a beaucoup de compétences. Il faut libérer les médias, libérer les partis politiques. Il faut que le peuple algérien choisisse ses élus, y compris le président de la République, sur des programmes, sur des visions, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des injonctions où c'est vrai que dans n'importe quel pays, il y a des forces politiques, des lobbies, etc. Mais il faut, je dirais, éclaircir les règles de jeu. Merci. Mais on ne peut pas imposer au peuple des dirigeants X ou Y et après on demande des comptes, on ne peut pas faire ça. Je pense qu'il est grand temps pour sauver, vous avez bien cité dans le début, le salut de la République algérienne passe par une réelle démocratie, une liberté d'expression, donner le droit aux compétences algériennes d'émerger, je dis, le champ politique, etc. Et je pense qu'à partir de là, on peut construire. Et Monsieur le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a une chance, je pense, de mettre ça sur de bonnes rails avec l'équipe, je dirais, dirigeante actuellement, que ce soit au niveau des institutions militaires ou des services, etc., de sauver la République et de mettre l'Algérie sur la bonne voie pour un développement adéquat. Merci, docteur Farid Ben Yahia. Mohand Bakir, le mot de la fin en moins d'une minute parce que nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission. Mais je souscris à ce qu'a dit le docteur Ben Yahia, ce qui veut dire qu'on n'approche pas les questions d'un point de vue partisan, ce qui veut dire il s'est planté, il a dit des conneries, etc. Non, ce qui est en jeu, c'est l'Algérie, c'est la voie que l'Algérie sur laquelle elle doit s'engager, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, comment est-ce qu'elle doit construire son devenir. Et je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit-là. Quand on voit un discours comme celui qu'on a vu, ou quand on voit des dérapages ou des couacs, c'est pas quelque chose qui nous réjouit. C'est quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose qui nous blesse au plus profond de nous-mêmes parce que on voit que notre pays ne va pas dans la bonne direction. Merci, Mohand Bakir. Merci, Farid Ben Yahia. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Merci. Bon courage à vous.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.